lii dinaa ko denc bu baax a baax ba saa su amatee rendez-vous ñun ñett ñëpp ñu ànd dem fajal moo gën faju. Ce spot vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de l'USAID NEMA. wérgu yaramu njaboot gi jàpp naa ci. 20h sur DTV, le journal et ses titres. And Gueusseum revient à la charge. L'Alliance déroule son 12e plan d'action. 72 heures de grève décrétées pour réclamer plus d'équité de la part du gouvernement. Celui-ci est appelé à payer la dette de 16 milliards due aux instituts privés, sans quoi il n'y aura plus de cours. Week-end macabre au Sénégal, les crimes se succèdent et ne se ressemblent guère. Comment expliquer cette situation? Chacun y va de ses sensibilités. Et puis, opération de nettoiement à la commune des HLM. Dans un mois, l'autorité municipale ne voudrait plus voir d'épaves entraver l'espace public. Les mécaniciens sont donc avertis. À voir dans cette édition. Bonsoir. Les assassins de Mariama Sagna sont désormais connus. Il s'agit de Ousseynou Diop et Saliou Boy. Ils sont tous des charitiers. Cette révélation est faite par le procureur de la République de Pikine. Il soutient que la dame a été violée avant d'être agressée et tuée. Le procureur soutient également que ce meurtre n'a absolument rien à voir avec la politique. Selon notre correspondant en banlieue, des militants du parti PASTEF seraient en train de manifester. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous en parlais. Recrudescence de la criminalité. 3 personnes tuées ce week-end. Ces fléaux suscitent moult réactions et analyses. D'aucuns parlent d'un manque d'éducation et préconisent un retour à nos valeurs cardinales. Chantal Barchi les a rencontrés. Recrudescence de crimes spectaculaires. Ce week-end, Dakar est secoué par des séries de violences. Ce funeste fléau qui semble prendre de l'ampleur dans notre pays, surtout durant ces périodes électorales, suscite une peur chez la population. Je suis vraiment dépassé. Au Sénégal, nous ne connaissions pas ce genre d'actes, mais maintenant, on voit que c'est récurrent et c'est vraiment inquiétant. Il n'y a pas de sécurité au Sénégal. Sinon, il n'y aurait pas tous ces crimes. La sécurité, c'est juste pour les hommes politiques et leurs familles. Mais les Sénégalais lambda sont laissés en rade. La responsabilité incombe aux parents, c'est l'avis de ce Sénégalais. Il soutient qu'une mauvaise éducation est à la base de ce fléau. L'État ne peut pas mettre tous les gens en sécurité. Ça, c'est impossible. Nous-mêmes, on doit régler nos situations à cause de nos enfants. Chacun de nous doit prendre son enfant, lui faire une bonne éducation. Pour ce sociologue, la question est beaucoup plus complexe. Plusieurs facteurs sociologiques sont à l'origine. Cependant, la population devrait faire un comeback à nos valeurs et éducation religieuse. Le contexte urbain est un contexte de violence. Et en même temps, le lit de la violence est quand même sécrété par la pauvreté, l'exclusion des personnes, les inégalités. En plus maintenant, il y a ce qu'on appelle, on est dans une situation préélectorale. C'est clair que les enjeux de compétition politique vont sécréter une certaine violence. 2 cas notés ce week-end à Keur-Massar. Il s'agit de la militante de PASTEF et du douanier tué tous les deux dans la même localité. Cette violence qui refait surface hante le sommeil de la population. Cette dernière ne se sent plus en sécurité. Elle réclame justice pour ces crimes odieux.
Autre problème qui hante le sommeil des habitants de Nguerhor, le sous-préfet de Sindian exige de l'entreprise en charge de la construction de l'autoroute à péage la sécurisation des bassins remplis d'eau qui avait causé, je vous le rappelle, la mort de 3 enfants talibés gambiens à Nguerhor et une fillette à Tanguis. La délégation du ministère de la Petite Enfance promet d'y travailler afin d'améliorer les conditions de vie des enfants talibés. C'est un reportage de Mamadou Diop. C'est avec tristesse, désolation et amertume que le sous-préfet de Sindia a pris la parole pour dire ses vérités à l'entreprise en charge de la construction de l'autoroute à péage. Et cela fait suite à la mort de 3 talibés et une fillette dans les bassins creusés par l'entreprise Nguerhor. Le sous-préfet exige alors de l'entreprise la sécurisation des bassins avant que d'autres jeunes y perdent la vie. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Certes, quand de pareils événements surviennent, en bon croyant, on se remet à Dieu. Mais faudrait-il aussi que nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour que de pareils accidents ne se reproduisent. Il s'agit de cas de noyade. Certainement, si ces dispositions avaient été bien prises, non seulement pour signaler le danger à travers des panneaux, ou bien pour sécuriser l'espace en le rendant inaccessible aux enfants, peut-être. Délégation du ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, venue présenter ses condoléances, a apporté son soutien aux familles éplorées. Au nom de Madame le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, donc présenter nos condoléances. Donc voir également, s'informer, s'enquérir de la situation, mais également voir dans quelle mesure les mesures de sauvegarde pourront être prises à l'avenir pour que ce qui s'est passé donc, ne puisse plus se reproduire. Nous avons une structure qui s'appelle le comité départemental de protection de l'enfance. C'est des structures qui sont chargées de la mise en œuvre de la politique de l'enfance, mais également d'apporter à chaque fois que de besoin les nouveautés qu'il faut, les aménagements qu'il faut, donc pour simplement prendre. Après avoir remercié la délégation ministérielle et les autorités départementales, le marabout a sollicité la modernisation de son dara. Les 3 talibés originaires de la Gambie ont été enterrés à Nguerhor, tandis que le corps sans vie de la fillette remis à ses parents a été enterré à Tanguis, son village natal. Pour combattre l'abus et le trafic de drogue, l'association Club Diapo met en place le projet formation des formateurs pour mieux sensibiliser la population sur cette question ô combien sensible. D'ailleurs, la ville de Dakar est prête à accompagner Diapo pour gagner ce combat. Ayarindia nous explique. Former les leaders de communautés de base dans la prévention afin de diminuer les risques liés à l'abus et au trafic illicite des drogues est l'objectif fixé par cette structure. Cette association veut s'impliquer davantage dans la lutte contre la drogue. Chaque fois qu'on faisait de la sensibilisation, c'est juste une sensibilisation à fleur de peau. Maintenant, nous, on a décidé d'aller à la base, c'est-à-dire les leaders de base, c'est-à-dire les imams, les délégués de quartier, les jeunes, les gouvernements scolaires. Donc ce sont des gens qui ont été reconnus par les communautés de base. Et à partir de là, on va faire la formation avec ces gens-là et une sensibilisation pour diminuer le risque des jeunes dans tout ce qui est trafic illicite et usage de drogue. Pour le représentant du maire de la ville, Dakar est fin prêt à accompagner Diapo dans ce combat. Nous saluons et souhaitons accompagner dans leur perspective de formation et dans les desseins d'aider les populations de Dakar, surtout de préserver nos jeunes par rapport à la consommation de drogue qui reste un fléau des temps modernes. Et nous sommes très bien placés pour comprendre que ce combat ne peut pas être un combat uniquement des Diapo, mais de toutes les organisations qui existent à Dakar et particulièrement de la ville, qui a toujours su accompagner des associations de cette nature pour le bonheur des populations de la ville. Formation des formateurs et coalition anti-drogue communautaire est un projet qui vient à son heure selon Diapo. Œuvrant dans le domaine depuis 8 ans, l'objectif majeur de l'association est d'avoir entre 7 et 10 000 personnes formées pour faire un maillage complet du territoire, ce qui leur permettra de sensibiliser avec une bonne stratégie.
L'Alliance des syndicats de la santé And Gueusseum déroule son 12e plan d'action. Un mot d'ordre de grève de 72 heures a été décrété. Aujourd'hui, l'Alliance réclame plus d'équité et que le gouvernement l'appelle à la table des négociations. Daï Fatim Lo nous explique. Inacceptable. C'est ainsi que l'Alliance des syndicats de santé And Gueusseum qualifie le comportement du gouvernement qui, selon elle, se terre dans un silence de mort depuis le début de leur grève. L'Alliance crie à la discrimination. On a comme l'impression que 12 plans d'action, c'est un peu excessif pour une organisation syndicale. Mais nous sommes contraints d'aller même au-delà du 12e point d'action. Le gouvernement ne daigne pas appeler les gens à la table de négociation pour trouver des solutions définitives aux préoccupations que traversent les travailleurs. Vous allouez des émoluments à une catégorie de personnel en laissant le reste à la périphérie. Ils ont voulu satisfaire une catégorie du personnel en laissant les autres en rade. Et ceux-là même qui ont été satisfaits, qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que les autres? Aujourd'hui, And Gueusseum est à son 12e plan d'action. Le mot d'ordre était d'assurer le service minimum dans les hôpitaux. Un mot d'ordre presque suivi à la lettre sur l'ensemble du territoire national. D'après les informations que j'ai eues personnellement, c'est sur l'ensemble du territoire, la grève a été vraiment bien suivie. On peut estimer à 90% de satisfaction. C'est un secteur sensible. Il faut impérativement qu'il y ait les urgences à prendre, le service minimum aussi. Les membres de l'Alliance sont aussi déterminés comme au premier jour. Selon eux, ils ne se lasseront pas tant que le gouvernement ne trouve une solution définitive à leurs problèmes. 12 plans d'action. Et jusqu'au moment où je vous parle, la détermination est toujours là. Cela prouve tout simplement que ces travailleurs-là sont dans la légalité et dans la légitimité. La responsabilité est imputable au gouvernement du Sénégal. Il devait justement avoir une attitude proactive. À quand la fin de ces grèves répétitives? And Gueusseum estime que seul le gouvernement est habilité à répondre à cette question car il est le seul qui peut décompter la situation. Autre moment d'humeur, rien ne va plus entre l'État du Sénégal et le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur, fatigués de réclamer leurs 16 milliards de francs CFA en vain. Ces instituts ont tout bonnement décidé de renvoyer tous les étudiants orientés par l'État du Sénégal. Cet acte, vous allez le voir, n'est pas du goût des étudiants. Plus de détails avec Mohamed Mansour Sawa. Rien avertissement. La coupe est totalement pleine. Le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal charge l'État. L'État nous doit 16 milliards. En réalité, depuis l'année dernière, nous formons ces étudiants. Rien que pour l'année passée, l'année académique 2016-2017, l'État nous doit plus de 5 milliards en termes de reliquats. Cette année aussi, nous avons formé intégralement les étudiants et l'État devait également nous donner 11 milliards, ce qui fait un total de 16 milliards. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, l'État n'a pas réagi donc pour nous payer. Conséquence de ce dilatoire, plus de cours pour ces 40 000 étudiants orientés dans le privé. La suspension des cours dans nos établissements privés d'enseignement supérieur qui accueille des étudiants donc de l'État, jusqu'à ce que l'État nous paie l'intégralité donc de la dette, c'est-à-dire les 16 milliards, et qu'elle s'engage pour la nouvelle année à nous verser les 50% de tous les étudiants qui seront dans le circuit. L'État est responsable de tout ça. Donc s'il décide que ces 40 000 étudiants, il décide de les renvoyer, de les mettre dans les rues, donc bon, c'est ça, c'est la responsabilité. L'État est garant de ça, ils sont responsables de ça, quel que soit Alpha. Les 3 milliards de la loi des finances rectificatives de 2018, annoncés par la tutelle, ne sont toujours pas recouvrés par les ayants droit. Depuis lors, et plus précisément depuis le 7 août, rien n'a bougé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas encaissé les 3 milliards. Mais aujourd'hui, encore une fois, on ne parle plus de 3 milliards, on demande l'intégralité de la dette. Cette situation a poussé la FEPES à suspendre les cours pour ses étudiants depuis le samedi 6 octobre. Et les établissements membres de la CPS et ceux de la CGE
vont suivre à partir de ce lundi 15 octobre 2018. La politique dans cette édition, l'opposition compte bien retourner à la place Washington ce vendredi. Un rassemblement à risque puisque, bravant l'arrêté Ousmane Gom, le front de Doc Boumou Gatché entendait briser les chaînes de la servitude, a bien l'intention de participer à cette manifestation. C'est pour dénoncer la gestion du pays par le régime en place. Numbeba. Le front Doc Boumou Gatché appelle à un rassemblement ce vendredi 12 octobre devant le ministère de l'Intérieur. Selon son coordonnateur, l'arrêté Ousmane Gom ne peut pas empêcher la tenue de leur manifestation. Toutes les dispositions seront prises pour informer à temps le préfet de Dakar pour lui permettre de prendre toutes les dispositions, lui aussi à son tour, pour permettre la tenue d'une manifestation dans la paix et dans le calme. Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Aucun arrêté préfectoral ou l'arrêté Ousmane Gom, si vous voulez. L'arrêté Ousmane Gom est sans fondement juridique, moral et philosophique. Et donc, cet arrêté-là ne peut pas nous engager. Cet arrêté-là ne peut pas engager notre pays. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'arrêté Ousmane Gom. C'est la Constitution, c'est notre Constitution qui nous permet de marcher. Et cette Constitution-là, elle est sacrée, elle a consacré le droit, donc la marche. À partir de ce moment, je pense que si M. Macky Sall veut montrer à la face du monde que nous sommes dans un état de droit, il doit prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation, encadrer la manifestation. Maintenant, si nous sommes dans une démocratie de vernis, si nous sommes dans une dictature, certainement le vendredi, il va sortir sa police, sa gendarmerie, les forces de sécurité. La dignité peut faire face à l'oppression. Le coordinateur qualifie le pouvoir de Macky Sall d'oppressif et de sanguinaire. Il dénonce ce qu'il appelle dictature au Sénégal. Depuis que Macky Sall est au pouvoir, mais il y a eu des morts jusqu'ici non élucidés. Bassirou Faye, l'étudiant Bassirou Faye, l'étudiant Mohamedou Fallou Sène, ce sont les forces de sécurité du régime de Macky Sall qui ont tiré sur ces étudiants, qui ont tiré sur ces citoyens sénégalais. Et jusqu'ici, la lumière n'a pas été faite. Un seul crime, je dis bien, commis par un gouvernement. Si cette injustice-là n'est pas réparée, nous ne sommes plus dans un état de droit. L'état de droit protège tous les citoyens, l'intégrité de tous les citoyens. Et nous sommes tous égaux devant là. Et voilà des faits sur lesquels le gouvernement est interpellé depuis des années. La justice est interpellée depuis des années et elle est incompétente pour vider ces dossiers. Babacar Diop ici menace le président Macky Sall pour les élections à venir. Il demande à la population de se mobiliser et de combattre les maux de la société imposés par le président. Le président Macky Sall a-t-il les moyens de continuer d'opprimer son peuple, de nous imposer cette dictature? Nous avons une responsabilité, nous avons un devoir. Le devoir, c'est résister, faire face à l'oppression, faire face à la tyrannie, abattre le fascisme, abattre le régime barbare
aujourd'hui qui gouverne ce pays. Appeler les Sénégalais à la mobilisation, à la résistance. Et ceci n'est qu'une première étape. Il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième étape. Parce que chaque vendredi, le premier vendredi de chaque mois, nous comptons organiser une journée nationale de la dignité, soit ici à Dakar ou à l'intérieur du pays. Donc d'ici les élections, nous aurons des journées nationales de la dignité et de la démocratie jusqu'au départ du président Macky Sall, ou bien jusqu'au jour où nous aurons un état de droit capable de garantir des élections libres et transparentes. Le front d'Ogbo Mugache, très mobilisé, veut une manifestation réussie pour la dignité et la démocratie. Politique toujours, la chasse aux parrains est en plein régime à Ziguinchor. L'ex-premier ministre Aminata Touré s'en réjouit. Elle affirme que cela aussi se déroule normalement pour son candidat Macky Sall. Aminata Touré est interrogée par Cheikh Sachi. Aujourd'hui de venir répondre à l'invitation de monsieur le délégué régional de Ziguinchor pour le parrainage du président Macky Sall. Comme vous le voyez, ça a été une grande réunion avec tous nos responsables, tous les responsables que compte notre coalition, Benno Bokk Yakaar. Tout le monde était là, les ministres, les élus, les responsables politiques, les femmes, les jeunes. Une réunion qui s'est tenue en parfaite harmonie. Nous avons fait le point sur le parrainage. En tout cas, nous sommes très satisfaits de la tournure des choses. Non, évidemment, la campagne n'est pas encore finie, donc voilà, d'autres progrès seront faits. Et nous sommes satisfaits vraiment d'avoir vu cet élan d'unité au niveau de notre coalition sous le leadership du délégué régional, le ministre d'État, M. Robert Sagna, que je voudrais vraiment féliciter et remercier pour le leadership qu'il exerce au sein de notre coalition Benno Bokk Yakaar, qui aujourd'hui paye ses fruits, puisque comme je vous l'ai dit, nos chiffres de parrainage sont très 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 positifs et cela va continuer. Après Kaolack, Dakar abrite le forum des élus locaux et acteurs territoriaux. À travers ce forum, l'association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes veut inciter les exécutifs locaux à mettre dans leur politique des mesures qui prendront en charge l'insertion économique des jeunes. Écoutons à ce propos Cheikh Omar Faye, il est le président au micro de Ndaï Fatimlo. À travers ce forum, nous cherchons à ce que les collectivités locales puissent véritablement se saisir de la question de la migration. Puisque nous partons du principe que le migrant, son territoire d'origine, c'est la collectivité locale. Le migrant également de retour, son territoire, c'est la collectivité territoriale. On ne peut pas régler la question migratoire sans une réelle implication des collectivités territoriales. Nous cherchons d'abord à valider un cadre de coordination de toutes les activités qui gravitent autour de la migration au niveau régional. Au niveau de chaque région, certainement, il y a des initiatives qui sont prises. Mais à travers ce forum national, nous voudrions stabiliser un cadre régional qui puisse véritablement regrouper l'ensemble des acteurs territoriaux au niveau de la région. Nous nous sommes dit pour que la question puisse être portée par les collectivités territoriales, les communes, nous avons initié ce que nous avons appelé le bureau économique local. Et c'est quoi le bureau économique local? Le bureau économique local, c'est un dispositif que nous cherchons à mettre au niveau de la commune pour toutes les questions d'insertion économique des jeunes, que la collectivité locale puisse se saisir de ces questions-là. Aujourd'hui, nous partons du principe que nos collectivités locales sont plus sur le social que sur... Vaste opération de nettoiement et de désengorgement de la commune des HLM. Le maire donne un ultimatum d'1 mois aux mécaniciens pour déplacer leurs épaves. Ababakar Sadir Sek n'a pas manqué d'interpeller la Géroute sur ses prestations au niveau de la commune. Il est interrogé par Mohamed Mansour Sawa. Nous abordons la phase numéro 2. Et sur cette phase numéro 2, nous avons pris la corniche.
qui pose beaucoup de problèmes. Et là, nous demandons au directeur de AGEROUTE, le directeur régional, de bien vouloir s'approcher de nous, parce que sur cette voie, il y a beaucoup d'accidents. La circulation n'est pas contrôlée. Donc nous sommes en train de nettoyer et nous sentons dans les autres communes des agents de AGEROUTE qui nettoient les artères qui reviennent à AGEROUTE. Aujourd'hui, j'ai pris sur moi avec mon personnel le soin de nettoyer ce parterre. Troisième élément, numéro 3. La semaine prochaine, nous serons dans les quartiers quand on aura fini la corniche. On sera à, à HLM Cité des Eaux. Après, nous allons dans la zone industrielle le 12, le 13, le 14 et le 15. Nous avons fait des sommations à tous les véhicules. Nous constatons que chaque fois que nous faisons une opération, les mécaniciens déplacent leurs véhicules. J'ai fait un communiqué pour leur dire, à partir de cette date, je donne 1 mois. Toute personne qui ne viendra pas retirer son véhicule se verra retirer le véhicule. Gambou Ndiegen, le comité d'organisation demande aux autorités administratives d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de la téléphonie et de l'assainissement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter leur porte-parole. La santé, c'est une demande qui va chaque fois en s'aggravant. Donc, chaque jour, chaque année, on organise 2 journées de consultation gratuite. La première année, on avait tablé sur 750 000 de médicaments. La deuxième année, l'année dernière par exemple, on s'était tablé sur 1 million. Finalement, le médecin-chef de la région a pu même augmenter encore de 100 000. Donc de 1 million, on est passé à 1 million 100 000. Cette année, mais compte tenu maintenant de la demande qui va s'aggraver encore, nous avons pensé aller encore beaucoup plus loin en demandant au moins entre 1,5 million à 2 millions, parce que nous savons que la demande est là, est très forte. Donc, et compte tenu de la situation, surtout de cette situation d'hivernage, il est bon de prendre en charge dans ces situations-là le volet santé, parce que c'est un volet fondamental. C'est pourquoi maintenant, nous osons espérer que, compte tenu des engagements des responsables de la santé, nous allons vers en fait une situation de santé qui va satisfaire à l'ensemble des populations et surtout l'ensemble des talibés qui vont se déplacer. L'espace de presse est quelque chose qui est important pour nous, pour permettre à la presse de faire son travail normalement. Ça permet aussi de vulgariser le Gamou et de passer toutes les informations concernant le Gamou à l'ensemble du pays et même à l'extérieur. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront de rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. Pikini Production, DTV, ñoo lëkkaloo ngir andil leen film bu bees bu tudd Bés. Bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen, yee leen, jàng ak jàngale tamit.